Bien, je vous propose de reprendre ici pour les deux dernières interventions de la matinée qui portent donc la première sur la question des intérêts civils et la seconde qui sera assurée par Samuel Gorouna sur la question des terres coutumières, mais des terres coutumières vues du côté de l'économiste en termes de valorisation économique. Donc je vais commencer pour ma part sur la question des intérêts civils. Attendez, je me mets un chronomètre histoire de... Donc je commencerai sur la question des intérêts civils, qui est présenté comme un contentieux émergent, parce que c'est vrai que la jurisprudence qui a été étudiée pour ce travail-là porte essentiellement sur les 10 dernières années. Sur les 10 dernières années, c'est-à-dire que avant, disons, 2007, il n'y avait pas beaucoup de jurisprudence, j'y reviendrai. Donc l'objet de mon propos sera de présenter donc, la jurisprudence qui a été rendue par les juridictions coutumières sur la question des intérêts civils, de continuer à faire des parallèles comme cela a été fait et qui a guidé ce bilan du droit coutumier avec le droit écrit, le droit civil, pour voir de quelle manière la coutume, le droit coutumier répondent aux attentes des justiciables sur cette question-là, comment s'apprécie la faute, le préjudice, le lien de causalité, comment s'organise la réparation via la reconnaissance du statut de victime par les personnes de statut civil coutumier. Simplement un rappel de la question. Lorsque l'article 7 de la loi organique de 1999 nous dit que les personnes de statut civil coutumier sont régies par leurs coutumes en matière de droit civil pendant une période relativement longue, disons qu'à commencer années 80, 90 et jusqu'au début des années 2000, on avait une conception, disons, assez restrictive de ce qu'était le droit civil pour la coutume, le cantonnant pour l'essentiel aux relations familiales, mariage, dissolution et filiation essentiellement. Après, la question a été posée, celle des intérêts civils, notamment les intérêts civils consécutifs à la commission d'une infraction pénale. On se souvient que la question a été posée pour avis à la Cour de cassation, qui, dans un avis du 15 janvier 2007, dit clairement que les intérêts civils sont également régis par la coutume, parce que les intérêts civils font partie du droit civil. Cet avis de 2007, en fait, ne fait que aller dans le même sens en le précisant, un avis qui a été rendu en 2005 par la même Cour de cassation, disant que la coutume régit l'ensemble du droit civil. La conséquence qui en est découlée, notamment lorsque les intérêts civils étaient consécutifs à la commission d'une infraction pénale, c'était la dissociation des contentieux pénal et civil, ce qui évidemment ne pouvait que poser certaines difficultés, à la fois en termes d'organisation de la procédure, mais également et surtout pour la victime, qui se voyait contrainte, après avoir suivi le contentieux pénal, et donc s'être fait reconnaître ce statut de victime, et bien devait, pour se voir allouer des dommages et intérêts, ressaisir une nouvelle fois le juge civil, mais cette fois composé des assesseurs coutumiers, afin donc d'obtenir une réparation civile. Sur ce point, la jurisprudence, les juridictions ont créé ce qu'on a appelé le pont procédural, et donc permettant ici, une fois que la juridiction pénale avait statué, une saisine directe par transmission du dossier de greffe à greffe, une saisine directe de la juridiction civile statuant en formation coutumier. On avait toujours donc une dissociation, mais en tout cas, la victime n'avait pas elle-même en fait à ressaisir, à refaire toutes les démarches. Elle pouvait bien sûr s'y opposer, mais normalement ça se faisait de manière automatique. Néanmoins, cette compétence reconnue de la coutume pour se prononcer sur les intérêts civils n'a pas été complètement partagée, et peut-être que chacun se souvient notamment du discours de rentrée solennelle du parquet général, donc de la cour d'appel de Nouméa, où la compétence de la coutume a été mise en doute, à la fois sur le principe, d'une part, est-ce qu'elle avait vocation, la coutume, à régir les intérêts civils? Et à supposer que ce principe soit reconnu, mise en doute également de la capacité de la coutume à réparer, à reconnaître certaines fautes, à reconnaître certains préjudices, et aussi à organiser une réparation par l'argent.
Je rappelle ce discours-là parce que il a un petit peu guidé la manière dont j'ai abordé la question, en me posant la question de savoir est-ce que le droit coutumier de la responsabilité civile qui s'est construit depuis une dizaine d'années, donc, eh bien, est-ce qu'il permet une réparation au moins équivalente, disons, que la réparation qui est organisée via le Code civil. C'est un petit peu ce qui va guider au moins le premier temps de la discussion. S'agissant du pont procédural, chacun sait aussi sans doute que l'article 19, donc suite un petit peu à ces questionnements sur la capacité de la coutume à régir les intérêts civils, la loi organique a été modifiée en 2013 et l'article 19 a été donc modifié pour permettre de rétablir aussi dans ce contentieux l'unité du procès pénal et du procès civil, en permettant donc maintenant à la juridiction pénale de droit commun, lorsqu'elle statue sur l'action publique, de statuer également sur l'action civile, donc au sein d'un même contentieux. Donc là, l'unité ici est rétablie. Je verrai un peu plus tard, s'agissant de la procédure à suivre pour cela, mais au jour d'aujourd'hui, donc avec l'article 19, il n'y a plus forcément de dissociation des deux contentieux, des deux actions. Il n'en reste pas moins, et on le reverra, que même dans ce cadre, le juge pénal doit appliquer la coutume. Mais là, il doit le faire sans les assesseurs. Donc le principe. Donc pour étudier ce droit coutumier de la responsabilité civile, j'ai eu à disposition environ 70 décisions de justice rendues à la fois par la Cour d'appel de Nouméa, mais aussi par le tribunal de première instance de Koné et de Nouméa pour l'essentiel. Et de cette jurisprudence, il m'est apparu que le droit coutumier de la responsabilité civile apparaît à bien des égards comme relativement protecteur du statut des victimes et permet, on va le voir, de réparer un certain nombre de préjudices dont le droit civil n'aurait pas, que le droit civil en fait permet de réparer également. Mais il aborde également d'autres principes. Le principe, il est que c'est la coutume que l'on applique, c'est-à-dire que la faute, le préjudice ici doivent être évalués non pas au regard évidemment des critères du droit civil, mais au regard des valeurs coutumières. Et on le verra, cette façon de procéder, qui est tout à fait logique évidemment, permet de réparer des préjudices, permet de reconnaître des fautes qui ne le seraient pas si on appliquait simplement le droit civil. Alors de là à dire que le droit coutumier de la responsabilité civile est plus protecteur que le droit civil, c'est un pas que je ne franchirai pas. Néanmoins, on le voit et on le verra, il y a des fautes et des préjudices que la coutume peut réparer, ce que ne permettrait pas, dans une même circonstance, le droit civil. Donc je vous ai mis ici quelques décisions qui sont assez emblématiques des principes qui sont posés. Et on le voit, le principe coutumier, donc l'arrêt de 26 mars 2015, le principe coutumier selon lequel la violence n'est pas excusée, que le droit à réparation existe, que ce droit à réparation est un droit à réparation intégral du préjudice, on va voir ce que cela signifie, que ce droit à réparation individuel existe également et qu'il ne disparaît pas par le droit à réparation collective qui existe plutôt traditionnellement dans la sphère coutumière, ce qu'on appelle la coutume de pardon, qu'il y a donc une double réparation qui sont indépendantes, mais on le verra également complémentaires l'une de l'autre. Et un arrêt plus récent, 6 octobre 2016, eh bien, on le voit, qui intervient en matière coutumière, mais qui, on le voit, on reprend un principe assez commun de la responsabilité civile. Quiconque cause une faute, quiconque par sa faute cause un préjudice à autrui, est obligé de le réparer. Donc c'est un petit peu toujours cette comparaison entre droit civil et droit coutumier qui guidera tout ça. Je vous présente ici le sommaire et on verra assez classiquement, d'une part, les conditions de la responsabilité civile coutumière, où parlera de la faute et du préjudice, et ensuite la mise en œuvre de cette responsabilité civile. Donc dans un premier temps, sur les conditions de la responsabilité civile coutumière, on peut faire le constat, en tout cas c'est ce qui apparaît quand on étudie toutes les décisions qui sont rendues, c'est un trait commun, que
on est sur des niveaux de réparation, de reconnaissance des préjudices relativement équivalents. Chacun connaît, je pense, la générosité avec laquelle la Cour de cassation reconnaît un certain nombre de fautes, reconnaît un certain nombre de préjudices. Il suffit pour s'en convaincre de relire toute la jurisprudence que l'on trouve dans le Code civil sous l'article 1382 ou 1384 pour voir que de nombreux préjudices sont réparés. Au-delà du préjudice évidemment physique et des préjudices matériels, sont reconnus en droit civil les préjudices moraux, des préjudices esthétiques, le préjudice de douleur, le préjudice d'angoisse de mort, un préjudice sexuel, etc., etc. Eh bien, ce qui apparaît, c'est que lorsque c'est la coutume qui est invoquée, eh bien, tous ces préjudices-là sont également reconnus et réparés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ici d'exclusive, il n'y a pas un droit qui, a priori, serait plus protecteur que l'autre. Il n'y a pas un droit qui, pour ces préjudices qui peuvent sembler tout à fait communs de devoir être reconnus, eh bien, il n'y en a pas un qui serait moins protecteur que l'autre. S'agissant du préjudice, la victime directe comme indirecte. Alors, les exemples que j'ai mis, par exemple pour les fautes ici, où je parle des violences, où je pris des cas, évidemment pas par hasard, de violences sexuelles ou de violences intrafamiliales, eh bien, ce sont notamment ces types de violences qui étaient mises en doute dans ce discours du parquet général en 2012, comme si la coutume, c'est ce qui a été dit, la coutume exonérait c'est ce type de violence. On le voit, la jurisprudence en tout cas les reconnaît le statut de victime et partant les répare le préjudice qui est subi par la victime. Donc on voit à ce stade-là des responsabilités globalement équivalentes. Mais comme on applique la coutume, eh bien cette invocation de la norme coutumière permet aussi d'atteindre d'autres fautes et d'atteindre d'autres préjudices. La faute, le préjudice, lorsqu'on applique la coutume, doivent être appréciés au regard justement des valeurs coutumières. Et donc ce qui peut apparaître, c'est que les attentes ne sont pas forcément les mêmes. Donc j'ai pris ici quelques exemples qui montrent que parfois la faute peut être tout à fait aggravée dès lors qu'elle est appréciée non plus au regard du droit civil, mais au regard de la coutume. Donc j'ai pris quelques exemples, je ne vais pas tous les détailler, je prendrai simplement à l'oral le dernier par rapport à la case, à l'incendie d'une case. L'incendie d'une case, c'est, en tout cas pour le juriste de droit civil, c'est l'incendie d'une maison. La case, c'est une maison dans laquelle on habite, et donc si on se la fait incendier, eh bien il s'ensuit un dommage matériel, qui correspond à la valeur de la maison et à la perte des affaires, un dommage évidemment moral, parce qu'on perd notre lieu de vie, chacun le comprend aisément. Si on applique le droit civil, ça s'arrête globalement ici, en tout cas dans la reconnaissance du préjudice. Si en revanche on applique la coutume et qu'on repense à la symbolique de la case dans la coutume, on comprend tout de suite que alors le préjudice est différent et qu'il est peut-être pas aggravé, mais en tout cas il y a un autre préjudice qui se rajoute à ces préjudices matériels et moraux qui sont déjà dans la coutume, et un préjudice, eh bien une attente culturelle. Incendier une case, c'est une atteinte aux valeurs coutumières du fait de l'importance de la case qui est évidemment extrêmement forte. Ce qui montre ici que par le prisme de la coutume, on peut prendre en compte des préjudices, en tout cas, ou voir une faute, les deux sont évidemment liés, voir une faute ou un préjudice qui n'apparaîtrait pas forcément aisément en application du droit civil. On peut faire exactement le même constat s'agissant du préjudice. Le préjudice, encore une fois, s'apprécie au regard des valeurs coutumières, et donc à ce niveau-là, la coutume peut tout à fait être amenée à reconnaître des préjudices qui ne le seraient pas en vertu du droit civil, ou en tout cas à les apprécier et les évaluer différemment, soit moindre, soit plus. Bon, j'ai pris des exemples de plus. Dans le premier cas, donc deux types de préjudices sont reconnus. Donc j'ai pris quelques exemples qui montrent cela, notamment sur le préjudice personnel. L'oncle lutérin. Imaginons qu'un enfant soit décédé. Évidemment, ses parents, dans le sens biologique, en droit civil, sont réparés, ils subissent un préjudice, ce sont des victimes indirectes par ricochet et ont droit à la réparation.
La famille élargie, les tantes, les oncles, etc., les cousins, peuvent également aussi, dans le droit civil, demander la réparation du préjudice par la perte de leur neveu ou de leur cousin. Cette réparation, elle est possible dans le droit civil, mais en démontrant qu'il y avait un lien d'affection assez fort entre, disons, cet oncle et ce neveu ou cette nièce. Conception, famille plutôt nucléaire. Dans la coutume, chacun connaît la place particulière qu'occupe l'oncle utérin, utérin par rapport à l'enfant, qui montre que l'oncle utérin occupe presque une place de père, et presque, dit-on, en tout cas l'arrêt le dit, presque supérieur au père biologique, parce que c'est le clan ici qui apporte ce souffle de vie. Eh bien, la jurisprudence tient compte de cela, et dans cet arrêt de la Cour d'appel de Nouméa du 12 juin 2013, il est dit exactement que la seule référence au lien de parenté coutumier induit une indemnisation comparable à celle fixée pour la perte d'un fils biologique. C'est montré qu'en vertu de la coutume, l'oncle utérin, pour la perte de son neveu ou de sa nièce, a exactement, parce que la coutume lui donne une place centrale dans le schéma familial, eh bien, lui permet une indemnisation qui est légale de celle que pourraient avoir les parents directs, et ce, sans considération du lien d'affection, comme on l'a pour le droit civil. Ce lien d'affection, en fait, ce lien ici direct, découle directement de la coutume. Toujours en application des règles coutumières, un autre type de préjudice est reconnu, ou là, qui, pour le coup, n'existe pas en application du droit civil, c'est un préjudice collectif. C'est un préjudice collectif, un préjudice clanique aux valeurs coutumières. Donc, ce préjudice a été reconnu par plusieurs décisions de première instance et de cour d'appel. Je vous ai mis ici un arrêt de la cour d'appel de Nouméa du 26 mars 2015, donc qui nous explique qu'en vertu de que certes la coutume doit s'adapter à la réparation du préjudice individuel, ce qu'elle fait, mais la coutume permet également d'atteindre, de réparer un préjudice spirituel, un préjudice collectif, clanique aux valeurs coutumières, ici. L'attendu qui est ici reproduit au milieu explique bien que le droit civil, à ce niveau-là, apparaît comme étant incomplet, et en tout cas insuffisant à atteindre, à réparer ce type de préjudice. Donc on va voir derrière un exemple, et puis plus tard pour savoir qui peut invoquer ce préjudice collectif, donc comment il va s'organiser et comment il va être réparé. Alors qu'est-ce qu'un préjudice aux valeurs coutumières? Eh bien c'est simplement rappeler les valeurs communautaires, les valeurs coutumières qui peuvent exister dans la coutume et qui donc en tant que telles peuvent être source à la fois de faute et du préjudice. Donc les décisions que j'ai reproduites ici en donnent un certain nombre d'exemples. Le respect dû à un aîné, ça c'est peut-être l'affaire qui est ici, c'est une affaire assez terrible, assez violente, où des jeunes ont tué autour d'un conflit foncier, autour d'un conflit confié, un autre membre du clan qui était âgé, un vieux, dans la société kanak. Et donc, à l'atteinte à la vie, se doublait au regard du droit coutumier une atteinte particulière au fait que un jeune avait porté atteinte à un vieux. Il y avait aussi une atteinte à la parole donnée. Il y avait déjà eu des échanges entre les clans concernés ici par rapport à l'attribution de cette terre, et cette action violente a remis en cause tous ces échanges, toutes ces paroles qui avaient été données. Et donc, il s'en s'est traduit par la perte d'un membre du clan, et par la perte d'un membre d'un clan, eh bien, cela portait aussi atteinte au clan tout entier qui pouvait compter ici sur ce clan. J'ai mis un autre exemple qui parle du décès d'une femme, évidemment tragique au regard de préjudices personnels ou par ricochet pour les proches, la proche famille ici, mais par rapport au clan, c'était aussi un préjudice ici par rapport à ce que la femme représentait, qui elle n'était pas mariée et qui donc était encore dans son clan d'origine, et qui, parce qu'elle était une femme, portait le don de vie et donc permettait au clan de se perpétuer. Donc cette perte de cette femme causait au clan en tant que tel
un préjudice également. Donc on le voit, le droit coutumier dans ces conditions est quand même relativement proche du droit civil, mais il s'en démarque en permettant de reconnaître d'autres fautes, parfois en les aggravant, et également d'autres préjudices. Ça ne veut pas dire, tout ce que je dis, que forcément tout est aujourd'hui abouti et que plus rien ne reste à faire et que le droit coutumier, la responsabilité civile est plus protecteur que le droit civil. Je ne dis pas cela, il y a encore d'autres choses qui sont à faire. La mise en œuvre ensuite de cette responsabilité civile coutumière. Alors elle passe évidemment par une action en justice, là je serai un peu plus rapide, et elle passe enfin par une réparation. Donc tout d'abord sur l'action en justice, le juge compétent et la procédure. Je passerai assez vite parce que là c'est assez technique, donc rappelle que c'est l'article 19 de la loi organique qui organise cette compétence. Et donc, par la réforme de 2013 de la loi organique, on permet aujourd'hui au juge pénal de statuer directement sur l'action civile. C'est un principe dérogatoire ici à la compétence de principe de la juridiction en formation coutumière. Une partie peut renoncer à cela. Donc ça corrige un petit peu cette dissociation des contentieux, potentiellement, mais les parties, une seule partie ici, peut tout à fait s'opposer à cette unité du contentieux et donc faire en sorte, demander que le contentieux sur les intérêts civils soit reporté sur une juridiction coutumière à part entière. Parce que la difficulté quand même à laquelle va être confronté le juge pénal ici, c'est qu'il devra néanmoins appliquer la coutume. Le Conseil constitutionnel l'a rappelé en disant, j'ai reproduit la décision en dessous, c'est pas que le juge pénal statue sans assesseur qu'il est dispensé d'appliquer la coutume, il devra le faire et donc maintenant sans assesseur coutumier, ce qui pose éventuellement un problème ensuite de méthode. Alors on peut toujours intégrer des assesseurs coutumiers, mais qui auront cette fois non plus voix délibérative, mais voix consultative. On peut toujours avoir recours à des experts ou à un amicus curiae, par exemple. La norme applicable en cas de rapport mixte. On applique la coutume, évidemment, c'est l'article 7 qui nous le dit, lorsque toutes les parties sont de statut civil coutumier. La question se pose lorsque, et il y a beaucoup de décisions qui ont eu à traiter ce problème-là, en cas de rapport mixte, la victime est de statut coutumier, l'auteur est de statut commun ou inversement. Dans ce cas-là, l'article 9 de la loi organique nous dit que lorsque les personnes sont de statut civil différent, c'est le droit commun qui s'applique. On ne va pas disserter sur le fait de savoir qu'est-ce que le droit commun, on va dire que c'est le droit civil, lequel on ne sait pas. Ce qui montre que dans ce cas-là, lorsque l'une des deux victimes est de statut, ou l'une des deux parties est de statut commun, c'est donc le droit civil qui s'applique, excluant complètement la coutume. La Cour d'appel de Nouméa et les juridictions de première instance se sont trouvées saisies comme ça de litiges entre les deux parties directes de statut civil coutumier auxquelles venait s'adjoindre une association de victimes qui se portaient partie civile au procès, comme n'importe quelle association évidemment peut le faire pour la défense d'intérêts collectifs ou d'intérêts supérieurs. Et donc ce qui intégrait une personne de statut commun au contentieux. Et la question était donc de savoir est-ce qu'il fallait appliquer le droit commun, le droit civil, à tout le contentieux. La Cour d'appel de Nouméa, donc, et les juridictions de première instance, ont adopté une position un petit peu différente et ont scindé les contentieux entre d'un côté les victimes de statut coutumier, disons que l'auteur direct et la victime directe, disons, auquel cas on disait on peut appliquer la coutume. Et en revanche, dans le contentieux entre l'association, statut commun, et l'auteur ici du délit, statut coutumier, où là effectivement le rapport était mixte, donc on appliquait la coutume. Ce qui permettait au final de séparer aussi ces deux contentieux, le contentieux concernant les victimes directes et le contentieux concernant la victime, l'association qui se portait partie civile. Cette position qui permet une application distributive un peu plus fine des droits a été confirmée par la Cour de cassation. Alors la solution n'est pas quand même clairement posée parce qu'on a un arrêt du 22 avril 2014 qui dit l'inverse, la CAFAT étant partie civile aussi dans un contentieux où pourtant les deux parties principales sont de statut coutumier, on applique quand même le droit commun et cette position a été également confirmée par la Cour de cassation. Donc ce qui peut apparaître à ce niveau-là, c'est une contradiction entre les deux ici.
je ne pense pas qu'il y ait véritablement de contradiction entre les deux. Je ne pense pas qu'il y ait de contradiction et que la différence peut tout à fait s'expliquer. Dans la première hypothèse validée en 2014 par la Cour de cassation, avec l'association ici, les contentieux sont complètement divisibles, en ce sens que le préjudice invoqué par l'association est indépendant, différent de celui que peut subir la victime. Bien sûr qu'il y a un accompagnement, mais on est bien sur deux fautes différentes, deux préjudices différents qui sont invoqués. Donc on peut tout à fait traiter l'un et l'autre de façon séparée. Alors que dans le contentieux où est partie civile, droit commun, la CAFAT, mais également un assureur ou un fonds de garantie, ici, le contentieux il est indivisible, en ce sens que ce qui est demandé par la CAFAT ou par l'assureur est conditionné par la reconnaissance de la culpabilité et par la reconnaissance du préjudice envers la victime directe. Les deux sont complètement dépendants, enfin, en tout cas le deuxième de la CAFAT est complètement dépendant du premier, ce qui peut expliquer qu'effectivement il faut arriver à une même norme. Enfin, en tout cas c'est comme ça que pour ma part j'arrive à expliquer cette différence sans y voir une contradiction. Toujours sur l'action en justice par rapport aux parties. Victime directe, indirecte, je ne parle pas là-dessus. Ce qui est intéressant ici de noter, c'est que le clan se voit reconnaître dans la jurisprudence la qualité de partie civile. Donc le clan peut invoquer son propre préjudice. Bien sûr qu'un clan peut invoquer un préjudice direct. Si par exemple une case est brûlée qui a été construite par le clan subit en tant que tel un préjudice matériel classique, il n'y a pas de problème. La particularité ici notable, c'est que on a vu tout à l'heure que était reconnu un préjudice spirituel, un préjudice aux valeurs communautaires. Eh bien, qui peut invoquer ce préjudice? Eh bien, ce n'est pas la personne en tant que telle, ce n'est pas la victime en tant que telle, mais c'est le clan qui peut invoquer ce préjudice parce que c'est le clan qui est porteur des valeurs, en tout cas dans la société coutumière, par rapport à la victime qui est concernée. Donc, le clan est reconnu comme étant une partie civile pouvant invoquer son propre préjudice et en particulier ce préjudice aux valeurs communautaires. J'en termine sur la question de la réparation. Une fois que le statut de victime est reconnu, quelle est la réparation? Toute la difficulté, j'en reviens au discours qui a été prononcé par le parquet général, il a souvent été dit que la société coutumière étant une société fondée plutôt sur le collectif et moins sur l'individu, il s'est souvent entendu que la réparation du préjudice collectif, eh bien, annihilait les droits, enlevait les droits à réparation du préjudice individuel. Ce que la jurisprudence montre au contraire, c'est qu'il y a un principe d'une double réparation. Une réparation qui est à la fois individuelle, pour le préjudice individuel, et une réparation qui est également collective, ici, dans le but de restaurer les liens sociaux qui ont été heurtés par la faute commise. Donc il y a bien affirmation d'un principe de double réparation, en ce sens que le droit à réparation, que la possibilité d'une réparation collective n'empêche pas à la victime d'obtenir une réparation individuelle. Cette réparation collective, c'est la coutume de pardon. C'est la coutume de pardon. Lorsqu'une personne liée à un clan porte atteinte à la vie, par exemple, d'une personne d'un autre clan, cela crée évidemment une faute, un préjudice individuel au regard des victimes, et cela crée également un préjudice à l'égard du clan de la victime et une faute du clan de la personne. Et donc, ces liens qui ont été dénoués, heurtés par ce fait, eh bien, pourront être renoués à l'issue d'un processus de réconciliation qui va restaurer ces liens claniques et interclaniques ici. C'est ça la réparation collective, c'est ça le processus de la coutume de pardon. Pourquoi affirmer ce principe de double réparation et d'indépendance entre les deux réparations? Parce que la coutume de pardon, tout ce processus-là est un processus long, qui est long et surtout qui n'est pas maîtrisé par la victime personnelle.
il doit y avoir une démarche qui est faite notamment par l'auteur des faits, une démarche qui est faite par les clans, et cette démarche peut prendre énormément de temps. Elle peut ne jamais aboutir, évidemment, mais elle peut aussi se faire qu'à l'issue d'un processus extrêmement long. Et donc, pour assurer ce droit à double réparation, pour assurer ce droit à une réparation individuelle, la jurisprudence a affirmé donc l'indépendance entre les deux modes de réparation. Ce qui veut dire, concrètement, on en déduit plusieurs principes, c'est que la perspective d'une coutume de pardon, de son existence en tout cas, ne prive pas la victime de ce droit à réparation. En ce sens que la victime, si elle refuse ce processus de coutume de pardon, peut-être que ça posera un problème au niveau purement coutumier, mais en tout cas, au regard de sa réparation, ce refus d'aller vers la coutume de pardon ne la prive pas du droit à réparation individuelle. Alors, j'ai trouvé un arrêt plus récent, mais du 6 octobre 2016, qui m'a été transmis depuis, mais que je n'ai pas pu étudier auparavant, en tout cas dans le rapport, qui laisse néanmoins entendre que l'accord de la victime pour la coutume de pardon peut influer sur l'évaluation du préjudice, c'est-à-dire en fait le diminuer dans l'idée que cette coutume de pardon, cette acceptation de la coutume de pardon qui a déjà été faite, vient réparer certains types de préjudices. On peut penser qu'il ne s'agit pas là, en tout cas, des préjudices dits classiques, matériels, physiques ou moraux en particulier. En revanche, le refus par l'auteur d'une coutume de pardon de l'affaire peut être analysé comme une circonstance aggravante, ici, de la faute qu'il a commise. Parce que, ce qui peut sembler logique, puisque à la faute personnelle qu'il a commise, et donc à la faute par rapport à la victime, mais à la faute également qu'il a commise au regard de son propre clan, et au regard du clan de la victime, le fait pour l'auteur direct d'une infraction ou d'un délit civil de refuser ce processus de réconciliation peut effectivement apparaître comme un facteur aggravant de la faute qu'il a commise et aussi un facteur aggravant du préjudice collectif que peut subir le clan de la victime par le simple refus en fait des prescrits coutumiers. Donc voilà, j'en ai beaucoup dit. La conclusion, elle s'impose d'elle-même et je l'ai déjà redit plusieurs fois. On a un droit coutumier de la responsabilité civile qui me semble sans doute pas encore complet parce qu'il y a énormément de questions qui se posent encore à la lecture des décisions, en particulier de la solidarité. Lorsque l'on a plusieurs auteurs d'une infraction et qu'on a une victime, il y a aussi une solidarité. La victime, son préjudice se voit reconnu, elle a droit par exemple à 1 ou 2 millions de dommages et intérêts que doivent payer solidairement les deux auteurs des faits. Cette notion de solidarité, qui est une notion civile, et donc à ce titre-là devrait être soumise à la coutume, et bien là, on ne sait pas, j'ai encore en tout cas moi une interrogation sur cette question-là en particulier, sur le fait de savoir si on est sur une solidarité du droit civil, mais a priori assurément non puisqu'elle est exclue, une solidarité, disons, in solidum, parce qu'elle apparaît comme étant naturelle à défaut de règles autres, ce serait un minimum, ou une solidarité coutumière, ce qui serait a priori la logique, en tout cas, de l'article 7. Et donc la question, en tout cas, qui se pose à moi, et j'en resterai là, c'est la solidarité qui oblige les deux auteurs des faits à payer l'intégralité du préjudice, quitte à eux de se débrouiller pour savoir qui va payer leur part finale. Si on parle de solidarité coutumière, est-ce que l'un des payeurs ne pourrait pas être aussi le clan ou les clans de l'auteur, vous voyez, élargissant encore donc le champ de cette solidarité, élargissant encore cette protection de la victime que pourrait assurer la coutume. Je vous remercie.
Bien, donc bonjour à tous. Du coup, moi je vais faire un exposé sur le développement sur terre coutumière. Alors moi je ne suis pas juriste, tout ce qui est article, etc. Évidemment, c'est pas ma discipline. Moi je vais faire quelque chose sur l'économie et sur le développement sur terre coutumière. Alors le titre, hein, c'est les conditions de réussite. Je vais l'expliquer pourquoi. Hein. Pourquoi est-ce que c'est ce titre-là et pas un autre de type est-ce que c'est possible, etc. Bon, ce sera pas d'autres l'ont déjà fait et écrit suffisamment. Moi, je vais plutôt axer sur dans quelles conditions est-ce que le développement sur terre coutumière peut se faire et peut aboutir à des succès. Ok. Alors, juste en rappel, hein, bon, je vais essayer de faire assez court pour pas que tout le monde ait trop faim. Mais je vais juste faire un rappel historique pour rappeler simplement que le développement sur terre coutumière, enfin les terres coutumières, évidemment, ça implique beaucoup de choses. Bon, les juristes ont bien montré sur plein d'aspects. Moi, je vais avoir une vision qui est évidemment réductrice si c'est une vision économique. Mais donc l'idée de faire développement sur terre coutumière, développement qui est économique et marchand, évidemment, ça implique d'autres aspects qui sont plutôt historiques, culturels, etc. Mais c'est pas quelque chose que je vais prendre en compte puisque c'est pas ma discipline évidemment. Donc le développement, la valorisation, dire qu'on va faire de la valorisation marchande, économique marchande sur un territoire donné qui est un terrain un foncier qui est coutumier, et évidemment ça occulte aussi toutes les autres valorisations qui ont toujours existé, qui existent encore aujourd'hui, mais qu'on ne prend pas en compte dans les statistiques et qu'on ne prend pas en compte parce qu'il n'y a pas d'échange monétaire et que du coup on fifie souvent de ce type de valorisation. Alors, les revendications, bon, ça a commencé bien, il y a très longtemps, mais les aspects où on a le plus de documents, c'est plutôt les années 70, 80, où à partir de là, on a imposé dans la revendication des terres aussi une valorisation économique. C'est la DRAF, l'Office foncier puis la DRAF qui a suivi ça plus en détail, où à chaque fois on a proposé, dans les revendications qui ont été faites, souvent on demande aussi que les terres le foncier qui est restitué puisse être valorisé de façon économique, donc marchande. Donc il y a toujours souvent eu des élevages, des projets agricoles, etc., sur les terres coutumières. Et donc, voilà, l'idée, c'est d'essayer de voir dans quelle mesure est-ce qu'on aboutit à des succès ou plutôt à des échecs. Alors ça, j'ai mis un graphique qui vient de la thèse de Pierre-Christophe Pantz, donc du coup, qui montre un peu l'évolution des terres coutumières et les plusieurs étapes où on a eu d'abord les agrandissements de réserve. Bon, au début, c'était des agrandissements de réserve, puis les premières revendications un peu plus dures dans les années 70 et les années 80, évidemment, avec les événements et les années 90 ont finalisé une restitution importante des terres coutumières, enfin en tout cas des terres qui vont devenir d'abord des terres des GDPL, mais qui ne seront pas forcément coutumières. C'est plutôt avec l'accord de Nouméa que ça va devenir des terres coutumières. Auparavant, les GDPL et les gens en tribu payaient aussi la taxe foncière sur ces terres-là. Alors, le bilan, ça c'est le bilan de la DRAF, hein, le terre coutumière de 78 à 2010, donc c'est l'étude de la DRAF qui a été faite sur le sujet. Au total, il y a eu 162 000 hectares donc, qui ont été acquis, c'est 10% de la surface de la grande terre. Le coût de la redistribution de la réforme foncière, c'est 6 milliards. Bon, c'est encore une fois, c'est les chiffres ADRAF avec 2010, jusqu'en 2010. Et sur ces terres redistribuées, les 145 000 terres redistribuées, il y en a 120 000 qui redeviennent des terres du coup coutumières. Donc il y a eu une redistribution aussi pour les terres privées. Notamment, il y a une période de la DRAF dans les années 80 qui était territoriale. Et là, du coup, c'était plutôt les terres privées qui ont été restituées. Alors l'évolution, donc de façon générale, donc ça c'est encore une fois c'est la DRAF, hein, c'est les chiffres de la DRAF qui sont disponibles également sur le site. Alors ce qui est intéressant, bon, la province des îles c'est 100%, quasiment 100% terre coutumière, donc du coup c'est les 11% qui sont les 11% ici, donc du coup qui ne bougent pas puisque les terres coutumières aux îles donc représentent quasiment la totalité des surfaces. Ce qui est intéressant, c'est l'évolution des terres coutumières mais sur la grande terre, c'est-à-dire entre les 22 et les 9% en 78, donc les 9% étant les terres coutumières en 78 et qui deviennent égalité ici avec les terres privées en 2010, donc 16% et 16%. Donc sur cette
période-là, on a quasiment doublé les surfaces des terres coutumières. Alors, pour parler de développement économique, donc ça, je pense que c'est parfois assez évident, mais quand on écoute les discours un peu sur le sujet, on nommait souvent aussi cette variable, c'est la variable géographique. Quand on regarde l'ensemble donc de la répartition des terres, évidemment, je ne compte pas la province des îles parce que c'est 100%, quasiment 100% terres coutumières, donc ça, je ne le compte pas. Mais tout ce qui est des grands marchés ici, sur la surface verte, tout ce qui est vert sont les terres privées, et tout ce qui est orange, ce sont les terres coutumières. Donc évidemment, les terres coutumières à l'intérieur des terres, ça crée des handicaps sérieux pour faire de la valorisation économique marchande. Okay. Donc évidemment, je prends toujours ce type d'exemple-là, si vous êtes à la tribu de Conception et que vous faites une station-service, évidemment que ça marchera bien et bien mieux que si vous êtes à Bopop ou à Wayeguette et que vous essayez de faire une station-service, évidemment. Okay. Alors, le plan de la présentation, donc l'idée, c'est de voir le développement sur terre coutumière et rechercher, enfin, voir à peu près les conditions. C'est les conditions de réussite. C'est une question qui s'est beaucoup posée, on a souvent des difficultés évidemment à donner des recettes parce que les situations sont tellement différentes d'une tribu à l'autre, d'un clan à l'autre, qu'évidemment c'est difficile de donner des recettes. Donc ce sera quelque chose qui va être un peu global, mais qui va pointer les différentes conditions essentielles pour la mise en œuvre. Sur la remise en cause du développement économique marchand, encore une fois, sur terre coutumière, donc je vais l'aborder au début, donc dans une première partie, pour vous montrer, bon, il y a énormément de choses qui ont été dites et écrites sur le sujet, donc j'ai peut-être pas besoin de trop s'attarder là-dessus. Et puis après, c'est plutôt dans la deuxième partie où on va voir les conditions de réussite. Alors, sur l'argumentation contre le développement sur terre coutumière, en tout cas sur le fait que les développements sur terre coutumière aboutiront nécessairement à des échecs, faut avoir en tête les arguments qui sont théoriques et pratiques. Dans l'argumentation théorique, l'idée c'est que le développement économique et la façon dont on l'analyse en économie, on prend la base comme étant les individus, et tout ce qui est groupe, clan, etc., c'est que la somme des comportements individuels. Et donc, quand on fait toute la modélisation de cette façon de l'économie aujourd'hui en économie, bon, c'est le mainstream, c'est le courant majoritaire en économie, ce qu'on appelle aujourd'hui ce modèle standard. C'est sûr qu'à partir de là, si on considère que les individus sont des rationnels, qu'ils maximisent leur bien-être, leur satisfaction, et qu'ils recherchent à chaque fois leur intérêt propre dans tout ce qui est choix de production ou de consommation, quand vous commencez à parler de clans ou de tribus ou collectivités, ça, bon, c'est sûr que c'est compliqué à prendre en compte dans la théorie, mais c'est aussi parce que la théorie économique, bon, il y a ce modèle-là qui est standard, qui a un peu une prétention universelle, universaliste, ou enfin tout ce qu'on veut sur le sujet. Bon, c'est compliqué, mais l'idée de base, c'est que pourquoi est-ce que ces théories-là sont répandues dans le monde et beaucoup y croient? C'est parce que l'idée de base, c'est que si les individus recherchent leur intérêt propre et que chacun fait sa production et qui recherche le maximum de son bien-être, le bien-être global de la société serait plus élevé que si on se réunissait autour d'une table et qu'on essayait de discuter de ce que seraient les productions de chacun et les consommations de chacun. C'est ça l'idée de base et qui fait que du coup ce type de modèle ont du succès dans le monde et que c'est le modèle dominant aujourd'hui. Okay, alors évidemment que c'est contesté. Ça a toujours été contesté, ça a été beaucoup moins contesté depuis la chute du mur, mais ça l'est toujours. Beaucoup de choses se font dans les communautés, dans la solidarité, etc. Donc évidemment que ça a toujours existé des comportements non individualistes, pas maximisateurs des intérêts, pas homo economicus, comme on l'aime le dire en économie, et qu'on enseigne dans toutes les facs. Bon, évidemment que c'est remis en cause. Alors, si on vient sur la théorie, pourquoi est-ce que le développement sur terre coutumière, donc là c'est un collègue du laboratoire qui avait écrit un document sur le sujet, pourquoi est-ce que le développement sur terre coutumière ne marcherait pas?
d'abord sur la propriété privée. En économie, on admet de façon générale que la propriété privée est plus efficace qu'une propriété collective si on veut faire de la production, allouer les biens et faire en sorte qu'on ait une production plus importante l'année suivante, qu'on ait de la croissance, etc. Okay. Et donc, s'il y a une propriété qui n'est pas privée, qui est collective, on aura de sous-investissement dans ces zones-là, et on aura des parties du territoire qui seront moins développées que ce qu'on aurait eu si on n'avait que de la propriété privée. De la même façon, une propriété collective, ça apporte une gouvernance qui est mixte dans le sens où c'est pas vous seul qui décidez, mais vous décidez avec d'autres personnes, le clan, la tribu, etc. Et ça apporte des coûts supplémentaires. Et le coût de décision, dans le sens où ça met des coûts supplémentaires, du coup, ça n'incite pas à investir dans ces zones-là. La propriété collective est plus risquée, et elle est plus risquée parce qu'il faut mettre tout le monde d'accord. Et les décisions collectives sont des décisions qui sont lentes, qui sont coûteuses. Et donc évidemment, vous avez toujours un sous-investissement dans ces zones-là, parce que si vous avez de l'argent à mettre dans un projet, si vous devez passer 3 ans à discuter avec les vieux de la tribu, les clans, etc., vous avez mieux à faire de mettre cet argent-là en banque et vous aurez 2%, 3% d'intérêt, etc. Donc c'est ce coût-là qui est pris en compte et qui fait que donc si on analyse vraiment que l'aspect théorique, on peut se dire bon, en fait le développement sur terre coutumière, c'est forcément quelque chose qui va aboutir à un sous-investissement et un sous-développement dans ces zones-là. Après, sur l'aspect collectif, il y a tout un aspect incitatif aussi. Je prends ici l'exemple des fermes collectives dans l'ex-URSS, où on a souvent eu cette critique-là, dans le sens où si les fermes étaient privées, les individus se lèveraient à 3 heures du mat quand la grêle tombera pour sauver leur récolte. Mais dès l'instant où les fermes sont collectives, si vous vous levez à 3 heures du mat et que votre voisin ne se lève pas, vous allez vous sentir lésé, donc vous n'allez pas le faire. Et donc, dans les terres coutumières, dans les GDPL, etc., quand il s'agit de faire l'élevage, la première année, tout le monde est partant et tout le monde course le bétail, marque le bétail, etc. Et l'année suivante, quand il commence à voir que 5 personnes qui font le travail et que les autres ne sont là que pour la répartition des bénéfices, évidemment que ça décourage les plus zélés et c'est un aspect incitatif qui est moindre. Et donc, forcément, les activités où la décision sera collective, où il faut tout répartir, c'est moins intéressant pour l'individu qui est le plus zélé et qui est le plus travailleur. Okay. Et donc, de cette façon, on aura un investissement qui serait moindre dans ces zones-là. Sur l'aspect pratique, l'un des arguments, les premiers, évidemment, c'est l'aspect des 4 I. C'est pour les juristes, mais d'une certaine façon, pour faire simple, une terre coutumière sous aucun prétexte on peut changer de propriétaire, et donc forcément vous pouvez pas, si vous êtes une banque et que vous voulez financer un projet qui sur le papier marche très bien, mais que si ça marche pas, il faudra que vous saisissez les biens, si c'est la terre, etc. Mais si vous n'avez pas le droit de saisir, évidemment vous serez moins partant pour aller faire un projet sur ces terres-là. Okay. Concernant le fonctionnement des GDPL, les GDPL sont très souples. Il y a quelques lignes seulement dans la loi qui le crée. Donc très souple. Donc dans les clans ou dans les tribus, les gens fonctionnent de façon traditionnelle, etc. Alors ça marche bien quand il n'y a pas beaucoup d'argent en jeu et qu'il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de transparence. Quand il commence à avoir de l'argent et qu'il faut de la transparence, ce qui est souple peut devenir tout de suite assez j'allais dire un terme un peu dur, mais la souplesse du coup peut altérer du coup la confiance entre les membres dès l'instant où on va avoir de la suspicion sur ce qui fait de l'argent. Concernant la localisation des activités, ça on l'a dit, les terres coutumières étant les plus reculées, donc évidemment ça c'est plus coûteux et on n'a pas accès au marché, sauf si vous êtes juste à côté à Conception ou à Saint-Louis, autrement c'est plus compliqué. Et donc toutes ces constats-là font qu'à la fin des années 90, au début des années 2000, on a été très critique vis-à-vis du développement économique sur terre coutumière. Alors ça a un peu changé à partir des années 2000, où notamment autour des projets qui ont marché,
et des projets autour des usines également du sud et du nord, où là, ça a beaucoup mieux marché. Et là, on a un peu moins remis en cause ces développements sur ces activités-là. Alors, ce qu'on a fait dans le cadre du coup de la recherche, du projet de recherche, c'est qu'on a été voir certains GDPL et certaines institutions, et on ne s'est pas posé la question de pourquoi ça ne marche pas, ou pourquoi tous les aspects que j'ai indiqués dans la première partie. On a été plutôt dans le sens où dans quelle mesure est-ce que ça peut marcher, parce qu'on a plein de choses dans le monde qui se font, notamment autour de l'économie sociale et solidaire, où c'est pas forcément la maximisation du bien-être individuel qui fait la motivation principale, mais ça peut aussi des choses collectives, et donc forcément c'est des choses qui marchent dans le monde. Le commerce équitable, ce genre de choses, ça marche dans le monde, donc on ne voit pas pourquoi quelque chose qui serait plus collectif en Calédonie ne marcherait pas. Donc c'est pour ça que la recherche s'est faite plutôt là-dessus. Alors, on s'est basé sur les exemples qu'on a eus, bon évidemment avec les personnes rencontrées, mais également sur les exemples qui sont connus. Alors, bon, les conditions, bon, encore une fois, j'ai dit tout à l'heure, hein, il ne s'agit pas de dire voici la recette et puis ça marchera. Évidemment que c'est toujours très compliqué. Mais une chose importante à déterminer au départ, c'est évidemment l'opportunité économique et le secteur d'activité dans lequel on a l'opportunité économique. D'une certaine façon, pour l'expliquer autrement, c'est comme l'usine du Nord. Il y a personne au Canada qui viendra faire l'usine du Nord pour faire le rééquilibrage. Tout le monde s'en fout du rééquilibrage. L'intérêt, c'est que pour les investissements étrangers, c'est que votre argent que vous mettez, vous allez vous faire rembourser, vous allez gagner de l'argent. Okay ? Et donc, aller sur terre coutumière, ça n'a d'intérêt que si vous gagnez de l'argent. Si vous ne gagnez pas de l'argent, évidemment, vous ne viendrez pas. Or, si vous faites des projets économiques et vous faites que de l'élevage et de l'agriculture, et que l'élevage et l'agriculture en Calédonie c'est subventionné depuis Mathusalem et que ça ne marche pas toujours très bien, que ce soit sur foncier coutumier ou sur foncier privé, depuis 30 ans, le nombre d'exploitants a été divisé par 3. Et aujourd'hui, que ce soit sur terrain privé, c'est pareil, les parents ont une exploitation agricole, les enfants ne veulent plus faire ça. Enfin, ce sont des secteurs qui sont en déclin, donc forcément, dire que terre coutumière, ça n'a pas marché, c'est peut-être surtout que les activités en question, qui sont l'élevage et l'agriculture, sont des activités qui sont en déclin et qui marchent moins. Okay ? Il faut donc arriver à trouver plutôt des secteurs où l'opportunité économique est réelle, et on voit bien que les GDPL depuis en font beaucoup moins d'élevage et font beaucoup plus des activités plus rémunératrices, que ce soit dans les services, que ce soit le lotissement, etc., mais aussi les services à la mine, le BTP, etc. Et donc, c'est pour ça que c'est évident ce que je dis, mais souvent dans l'esprit que l'on a, on nommait ces conditions économiques qui sont essentielles dès le départ. Donc forcément, ceux qui sont proches des grands marchés vont plus facilement valoriser leurs terres coutumières que ceux qui sont éloignés. Vous prenez Koné par exemple, évidemment, ceux qui vont valoriser leur terrain foncier coutumier, ce seront ceux qui sont à Bako. Mais si vous êtes à Théo ou à Bopop, évidemment que vous allez moins valoriser, parce que vous êtes moins proche des marchés, et c'est logique. Alors, ce sont les chiffres de l'ISEE qui montrent les différentes activités des GDPL. Ce qui est en vert, c'est tout ce qui est agricole, élevage, etc. Et bon, c'est que depuis 95, mais bon, si vous remontez, c'est pareil, c'est que les GDPL font de moins en moins l'agriculture. Et ce qu'on n'a pas là-dessus, c'est les activités qui ont cessé. Hein, parce que je parlais tout à l'heure de courser le bétail quand on est 5 et qu'il faut distribuer à tout le monde. Évidemment qu'il y a plein de GDPL où l'activité a cessé en réalité. Mais on n'a pas dans les chiffres, puisqu'on ne sait pas quand ça a cessé. Et donc, vous aviez ce que j'ai mis en rouge ici, ce sont les activités immobilières qui prennent de plus en plus de place. Et là, évidemment, c'est plus rémunérateur. Et donc, les succès sont au rendez-vous à ce moment-là. Au total, il y a plus de 800 GDPL sur la Calédonie. Alors, l'application volontariste des pouvoirs publics. En Calédonie, c'est difficile de trouver un secteur d'activité où vous n'avez pas la puissance publique qui intervient et qui aide le secteur en question. C'est pareil dans toutes les petites économies du Pacifique, c'est compliqué quand on est petit et qu'il faut se développer et avoir des standards internationaux, etc. Donc, ce qui est vrai pour n'importe quel foncier, évidemment pour le foncier coutumier. Après, si les pouvoirs publics s'impliquent moins sur le foncier coutumier, ça c'est une question politique, c'est pas une question économique. Sur terre coutumière, vous aurez du développement économique que si vous auriez mis également aussi
les incitations en termes de politique publique pour qu'il y ait du développement économique. Prenez l'agriculture, c'est l'étude de l'IAC qui a fait beaucoup de bruit. C'est une agriculture non subventionnée dans les tribus et qui est évaluée à 12 milliards, alors qu'une agriculture subventionnée depuis très longtemps en Calédonie sur le foncier principalement privé est évaluée à une valeur ajoutée de 10 milliards à peu près. Donc, forcément, si vous ne mettez pas les incitations dans ces territoires-là, vous aurez moins de développement économique. Et les personnes interrogées dans les GDPL et dans les terres coutumières en question donc, ont bien indiqué que le fait d'avoir eu le soutien de la puissance publique ou via les SEM de développement, donc SEM de développement, que ce soit Promo Sud, soit Sophie Nord, soit Sodil, à la promesse des îles, évidemment, ça a permis de lever des fonds parce que les populations en question n'ont pas d'argent non plus. Donc, c'est difficile de faire des projets d'hôtels à plusieurs centaines de millions si vous n'avez pas d'argent et que personne ne vous prêtera. Et donc, après, ils servent de garantie. Alors, concernant le consensus, bon, c'est ce que souvent la DRAF vous dira. Je ne sais pas s'il y a des gens de la DRAF, mais trouver le consensus, c'est facile à dire, hein, évidemment. Il n'y a pas de recette, mais ceux qui nous ont parlé de leur réalisation sur leur propre foncier coutumier ont insisté sur le fait que dès l'instant où vous avez une bonne partie des vieux qui sont partants pour faire le développement économique coutumière, c'est plus facile après d'obtenir le consensus avec les autres. Et avoir des interlocuteurs, alors ça c'est très, très institution de dire ça, mais ce sont les institutions qui disent ça beaucoup, des interlocuteurs qui sont légitimes et volontaires, qui arrivent à convaincre les autres, ça a beaucoup marché sur Baco par exemple, ça a beaucoup marché, ici c'est pareil, autour du GDPL, IANA, etc. Le fait d'avoir du GDPL Waka, vous avez des gens qui ont pu convaincre les autres de faire les réalisations sur terre coutumière. Alors un autre aspect qui est intéressant aussi, qui est à noter, qui est dépendant aussi de l'évolution d'un point de vue historique de la Calédonie depuis toutes ces années, c'est le fait d'avoir les compétences nécessaires pour faire les exploitations en question. Et quand on les a pas sur terre coutumière, évidemment, il faut les trouver ailleurs. Beaucoup de GDPR ont insisté sur le fait que les compétences, notamment juridiques et comptables, d'expertise comptable, etc., ils les avaient pas. Et donc, ils sont appuyés sur leur réseau, soit public, soit des SEM, pour avoir des conseils sur comment est-ce qu'on fait le montage de projet, comment est-ce qu'on fait le business plan, etc., etc. Et donc, forcément, avec une augmentation de niveau de qualification des individus sur ces terres coutumières, vous aurez de plus en plus de projets de plus en plus complexes. Il y a un autre aspect, c'est l'aspect technique. Si vous voulez monter une station-service, il faut évidemment toutes les autorisations requises sur des installations qui sont protégées, etc. Donc forcément, parfois, il faut rechercher les aspects techniques et les compétences techniques ailleurs pour les faire venir dans les tribus. Alors, on peut s'attendre, moi, c'est quelque chose auquel je crois, on peut s'attendre à ce que plus les compétences des individus sur ces territoires vont augmenter, et plus vous aurez de plus en plus de projets, et pas des projets dans l'élevage, mais plutôt des projets plus techniques, dans la sous-traitance minière, les choses de ce type, et des services notamment, et pas forcément que des projets avec GDPL ou terre coutumière, d'ailleurs, ça peut être des entreprises individuelles, des SARL, mais qui auront leur siège social à la tribu, etc. Donc c'est aussi ce développement-là, il a été lent à se faire aussi parce qu'on n'avait pas les techniques pour. Les gens ont fait de l'élevage parce qu'ils savaient le faire, ils ont fait de l'agriculture parce qu'ils savaient le faire, mais s'ils savaient faire tout ce qui est mécanique, des camions, des pelleteuses, etc., ils l'auraient fait avant. Donc c'est aussi une question de compétences. Si on n'a pas les compétences techniques, il faut les faire venir d'ailleurs. Alors, je finis sur la souplesse du statut du GDPL. Donc, évidemment, il y a plein de choses d'un point de vue juridique qu'on peut dire sur cette souplesse-là. Je veux juste rappeler que la souplesse de fonctionnement du GDPL, ça a été un atout important pour, au départ, faire entrer certaines populations dans l'économie de marché, dans des développements de projets, etc. Donc, beaucoup de gens, évidemment, n'étaient pas habitués à tout ce qui est paperasse et procédures administratives. Donc, ça a été un intérêt, quelque chose qui a beaucoup servi au départ.
Après, évidemment, aujourd'hui, tant que je dis parfois comme ça, un peu de façon brutale, mais tant que les GDPL n'avaient pas de sous, tout le monde s'en foutait. Mais maintenant que les GDPL ont de plus en plus d'argent, là, évidemment, il faut peut-être plus prendre en compte la transparence, les procédures, etc., pour essayer d'avoir quelque chose de plus transparent. Et c'est de l'intérêt des GDPL, parce qu'autrement, si vous avez plus de la suspicion entre les individus, vous aurez la confiance qui va être altérée, évidemment, ça créera des problèmes. Et donc, si le GDPL en lui-même a une souplesse qui ne plaît pas forcément, l'autre possibilité également, c'est de passer par des structures intermédiaires. Et c'est ce que beaucoup de GDPL font, c'est-à-dire que vous êtes un GDPL où vous voulez créer un lotissement, pour aller chercher des fonds et aller chercher les SEM, les puissances publiques et les banques, vous allez créer une SCI d'abord. Et même si vous détenez à 100% ou à 99% ou à 50%, bon bref, vous créez la SCI, et puis c'est cette SCI qui va servir d'intermédiaire après pour aller voir les banques. Là, c'est sûr que les comptes, tout est comptabilisé, et vous pouvez avoir la transparence la plus claire possible. Après, il y a d'autres, souvent ça a été fait aussi via d'autres sociétés civiles, notamment les sociétés civiles de participation. On a intégré les GDPL, et puis après on a créé des sociétés, des SARL, des SAS, etc. pour faire le développement économique sur terre coutumière. Donc je conclus, parce que il est 12h25. Alors en conclusion, donc, évidemment, il faut avoir en tête que le terre coutumière, c'était souvent un prétexte, là, tout ce qui est revendications, etc. Le développement économique qui a été imposé, bon, les gens ont fait les projets, mais c'est souvent un prétexte pour récupérer la terre. Évidemment que les gens voulaient récupérer la terre d'abord. Et qu'il y a plein d'autres aspects culturels, historiques, etc. qu'il faut prendre en compte. La valorisation des terres coutumières, et la participation dans l'économie de marché, elle est évidemment de multiples facteurs. Vous avez, sur terre coutumière, on a parlé d'autoconsommation, la production vivrière qui n'est pas souvent prise en compte. Il y a tout ce qui est habitat, le fait que beaucoup de gens, notamment aux îles et en province nord, louent sur terre coutumière. Il y a des marchés de bord de route, ça. Bon, il y a beaucoup de choses qui sont faites sur terre coutumière. C'est pas que les développements avec les GDPL. Et il y a beaucoup de gens aussi qui ont une entreprise individuelle, qui font du roulage, du transport. Bon, voilà, il y a d'autres choses. Mais là, on a axé vraiment sur l'aspect GDPL, terre coutumière, et des projets d'un peu plus grande envergure. Et ce qui est évident, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites dès l'instant où on est conscient des conditions qui peuvent être mises en œuvre pour le faire. Et de la conclusion, c'est un peu que ce qui est fait par ailleurs sur foncier privé, avec l'intervention de la puissance publique, finalement, c'est juste qu'on a l'habitude de voir la défiscalisation dans le BTP, la défiscalisation dans le tourisme, le soutien dans tel secteur, mais on pourrait avoir des choses de ce type sur terrain coutumier, évidemment qu'on aurait les mêmes choses. Donc l'intervention de la puissance publique et les subventions, etc., sont acquises dans beaucoup de secteurs et sur terrain privé, mais il n'y a pas de raison que ça ne pourrait pas l'être sur terrain coutumier. Je finis sur cette idée-là aussi, que de façon générale, je n'ai pas insisté là-dessus au départ, mais d'autres le feront certainement, mais l'intérêt aussi des GDPL, c'est d'avoir un fonctionnement traditionnel à la tribu, et qu'après on entre dans l'économie de marché, mais avec un fonctionnement traditionnel. Et ça ressemble à ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire que c'est une tentative finalement de participer à l'économie globale, mais tout en n'épousant pas tout ce qui est pratique et tout ce qui est l'esprit de ce qui est l'économie standard aujourd'hui, libérale, etc. Et ça, c'est quelque chose dont certains appellent de leur vœu, certains élus notamment sur cette voie océanienne. Et effectivement, je pense que en passant par les terres coutumières, par les GDPL, on arriverait effectivement à avoir un peu ces deux aspects-là. Entrer dans l'économie de marché, mais sans forcément avoir tout ce qu'il y a de très individualiste qui va avec, et tout ce qu'il y a d'autres de maximisation du bien-être, etc. Je vous remercie. Merci Samuel pour cet aspect économique des terres coutumières. On aurait pu aussi dire beaucoup de choses sur les aspects juridiques. Malheureusement, l'auteur du texte dans le rapport sur cette question-là n'est plus avec nous. On peut laisser un petit peu de temps avant d'aller manger, même si tout le monde a faim, j'imagine.
Donc avant que ceux qui ont très faim s'énervent, on peut prendre quand même 10 minutes, disons, pour discuter. Et le temps que quelqu'un se décide et que le micro lui parvienne, je rappelle qu'il faut donc se présenter pour que à la captation des débats, on puisse savoir qui parle. Et puis un message aussi syndical. Il y a un trousseau de clés qui a été retrouvé quelque part, une voiture, trousseau de clés de voiture apparemment d'une marque Mitsubishi, si je reconnais bien le symbole. Donc est-ce qu'il y a des questions ? Oui. Stéphane Lantignac, avocat au barreau de Nouméa. Je vois comme notre avocat essayer aussi de prendre la parole. Merci, professeur Cornu, pour cette présentation intéressante et dynamique, je dirais, sur la spécificité de l'approche des intérêts civils avec la coutume et les juridictions coutumières, puisque nous sommes, effectivement, souvent au premier rang, aux côtés de la victime, sur tout ce parcours. J'ai pour habitude de parler de chemin de parcours du combattant, de chemin de croix des victimes de statut coutumier, parce que, effectivement, vous l'avez rappelé, elles vont se trouver confrontées, selon les cas et les options, à des parcours compliqués, plus compliqués qu'une victime de droit commun, me semble-t-il, puisque nous allons l'assister devant le juge d'instruction, puis ensuite devant la juridiction de jugement, où là, l'auteur des faits ou celui qui sera déclaré coupable va finalement, sur les intérêts civils, s'opposer à ce que le droit commun s'applique, et donc l'examen des demandes de la victime va être reporté devant la juridiction coutumière, ce qui va prendre un certain temps, avec, et c'est une bonne chose, certains droits spécifiques qui sont traités de manière particulière, justement pour prendre en considération les particularités de la coutume. Puis ensuite, quand on continue ce parcours, cette victime, et je pense que vous connaissez sans doute ces décisions-là, va se voir opposer parfois, je parle sous le contrôle de mes confrères qui pratiquent aussi cette examination, va obtenir une décision qui va liquider ses intérêts civils, et donc va enfin obtenir sa décision qui fixe le montant des réparations qu'elle espère obtenir. J'en viens à mon propos, c'est que vous présentez à juste titre le fait que le droit coutumier, d'une certaine façon, peut apparaître comme étant plus protecteur de certains droits, notamment spécifiques. Je dirais que malheureusement, dans certains cas, c'est une expérience que j'ai vécue, il peut aussi constituer un frein à la réparation. Et je me précise, un frein à la réparation effective, puisque une fois que la victime a obtenu sa réparation et le jugement, il fixe le montant de ses indemnités, il va falloir les recouvrer, ces indemnités. Et là commence la dernière ligne droite du parcours du combattant. Et elle n'est pas des moindres, puisque, je continue le process judiciaire, la juridiction de droit coutumier va statuer sur les intérêts civils, et quand les conditions juridiques sont remplies, il va falloir saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infractions. Parce que souvent l'auteur des infractions n'est pas solvable, ou il n'y a pas d'assurance. Et là, je me suis vu opposer par le fonds de garantie, ce fonds qui a vocation à venir indemniser les victimes au titre de la solidarité nationale, nous opposer l'argument selon lequel ils ne peuvent pas indemniser, je parle bien là de la réparation effective, parce que la décision qui a été rendue pour fixer les indemnités de la partie civile émane d'une juridiction qui n'est pas une juridiction de droit commun. Ah, comment fait-on? Je tiens ces décisions à votre disposition si vous ne les aviez pas. Et eh bien, il faut savoir qu'à ce moment-là, la seule chose qui reste à faire pour cette malheureuse victime, qui déjà a de nombreuses audiences et de nombreux procès, eh bien, c'est de saisir le tribunal de première instance au fond, droit commun, pour faire condamner le fonds de garantie à indemniser sur la base d'une décision rendue, excusez-moi pour le côté peut-être parfois un peu complexe des choses, pour exécuter une décision rendue par une juridiction coutumière. Voilà, je voulais juste illustrer une situation supplémentaire à laquelle nous, avocats des victimes, parfois nous sommes confrontés, peut-être pour lancer cette réflexion, si jamais une autre solution n'était pas déjà en place, vers le législateur, lorsqu'il s'est agi de réformer l'article 19 de la loi organique pour organiser ce pont procédural que je salue de mes voeux, dont je remercie encore le législateur de l'avoir mis en place. Je ne sais pas quels ont été les débats, je n'ai pas eu la curiosité d'aller les lire, qui ont précédé cette réforme législative, mais peut-être y aurait-il encore un pas supplémentaire à franchir
pour aider ces victimes à être indemnisées de manière effective, de manière plus simple, moins compliquée, notamment pour enjoindre au fonds de garantie de devoir s'incliner sur les décisions rendues par les juridictions coutumières et non pas nous opposer l'argument selon lequel ces préjudices ont été évalués par une juridiction qui ne serait pas de droit commun. Alors je prends votre remarque plus comme une remarque que comme une question. Je veux bien ce jugement auquel je serais bien en peine en soi de répondre. Ça m'étonne quand même beaucoup, hein, effectivement, qu'un fonds de garantie ne soit pas soumis par la décision qui a été rendue par une juridiction, certes rendue en formation coutumière, mais quand même une juridiction étatique de bonne et due forme. Donc c'est quand même relativement étonnant et sans doute qu'il y a à creuser. Après, moi, c'est une question que je m'étais posée et de l'est après. J'ai aucune décision qui m'ont amené, où il y avait ce problème-là qui était posé, donc qui m'ont amené à le creuser. Donc je me suis arrêté effectivement à la décision, mais c'est très étonnant et pour le coup choquant, hein, effectivement. Oui, voilà. Personnellement, j'ai eu une décision de la CIVI qui, malgré cette position du fonds de garantie, a accordé l'indemnisation de la victime. Mais c'est vrai que le fonds de garantie, systématiquement, nous dit d'où vous sortez cette indemnisation d'une juridiction qui n'est même pas une juridiction. Je voulais vous poser une question, justement, en restant dans ce type de domaine. Parce que j'ai pas eu de dossier comme ça, est-ce que vous avez une idée du montant d'indemnisation dans les jurisprudences que vous avez communiquées du clan, l'indemnisation du clan par le clan pour une victime? Parce que dans la jurisprudence que vous avez dite, cette indemnisation, elle est exceptionnelle parce que c'est si on n'a pas eu de coutume de pardon correcte, mais je n'ai pas du tout d'idée de ce que ça peut être comme montant indemnitaire. Alors j'ai pas de chiffre en tête, d'autant que la possibilité pour un clan d'invoquer son propre préjudice d'atteinte aux valeurs coutumières est quand même un aspect assez récent. Là, en tant que tel, sur la tarif civil est récent. 10 ans approximativement, on avait quelques décisions auparavant, mais c'est quand même surtout 10 ans. Et en revanche, cet aspect sur les valeurs coutumières est arrivé un peu plus tard. C'est-à-dire que c'est à partir de, si je ne me trompe pas, mais peut-être que Daniel me corrigera, que c'est à partir de 2012-2013 surtout que c'est commencé à poindre ici. Mais donc j'ai pas d'idée. Alors peut-être qu'en regardant dans la base de données, on arrivera à trouver les chiffres, hein, parce que de toute façon, cette base là sur la question, au moins au niveau de cour d'appel, elle est totalement exhaustive ici. Il manque pas un seul arrêt à ma connaissance. En revanche, en lien avec la coutume de pardon et sur cet aspect-là du préjudice qui serait d'un clan à un autre, le clan lésé par rapport au clan fautif, et normalement, le principe, c'est que d'abord, il est réparé de façon symbolique. Et c'est que seulement s'il n'y a pas de coutume de pardon qui est faite, qu'alors il y aura une indemnisation financière. Alors, ça me fait penser qu'il y a un arrêt qui évaluait ça. Je ne sais plus, mais je crois qu'on était sur de l'ordre de 1 million, hein, je crois. Hein, oui, voilà, c'est ça. Voilà. Alors, mais là, c'était des personnes, les auteurs qui devaient payer au clan 1 million de dommages, 1 million. Parce que si on a indemnisation d'un clan à un clan, je veux dire, on a tous eu des dossiers où c'est absolument impossible de faire verser les sommes auxquelles le clan a été condamné, et la commission d'indemnisation des victimes d'infraction ne sera pas compétente. Donc ça sera un petit peu un coup d'épée dans l'eau. Je voudrais juste revenir un petit peu sur l'évolution dont vous avez parlé pour la différenciation. En fait, alors à une certaine époque, on avait les victimes, quel que soit leur statut, qui étaient indemnisées par la juridiction pénale. Et après, il y a eu une modification et j'ai eu l'impression que vous critiquiez un petit peu la position de la procureure générale et la position peut-être des associations qui se sont battues
contre ce système de double type d'indemnisation. À titre personnel, j'ai eu un dossier de 2 petites filles violées, une qui n'était pas de statut coutumier, une qui était de statut coutumier, avec un auteur de statut coutumier. Et je peux vous dire que le papa de la petite fille de statut coutumier, quand à la cour d'assises, on a dit on va indemniser la petite copine de votre fille, mais par contre, votre fille, on ne prononcera pas d'indemnisation, vous devrez ressaisir, ou même par le biais du pont, une juridiction coutumière, et vous allez devoir raconter, alors que vous avez demandé le huis clos devant la cour d'assises pour que personne ne soit au courant de ce qui est arrivé à votre petite fille de 8 ans, vous allez devoir aller devant une juridiction coutumière avec, comme l'a rappelé, vous l'avez rappelé ce matin, 2 assesseurs ou 4 assesseurs, ou tous les assesseurs qui restent dans la salle, parce que les magistrats aiment bien que tous les assesseurs qui viennent pour tous les autres dossiers restent dans la salle. Vous allez devoir réexpliquer à ces gens-là ce qui est arrivé à votre petite fille avec des détails. Si vous voulez avoir une indemnisation, ça a posé beaucoup de problèmes. Ça a posé beaucoup de problèmes, comme je vous disais tout à l'heure, aux vrais gens, aux gens qui sont les justiciables et qui n'ont pas du tout envie qu'on aille une deuxième fois raconter leur histoire à des magistrats qui ne connaissent pas le dossier, puisque l'intérêt aussi de l'unicité, c'est que ceux qui vont juger les dommages et intérêts sur le plan civil sont ceux qui ont eu connaissance du dossier pénal et qui ont jugé, et donc qui connaissent bien le préjudice, qui sont à même d'évaluer le préjudice. Donc pour moi, ça pose un gros problème, de discrimination. Sous couvert de vouloir mettre la coutume en avant, ça pose un gros problème de discrimination pour les victimes. Alors sur la critique, oui, j'ai une position un petit peu critique, effectivement, par rapport à la position du parquet général. Mais après, c'est parti de cette hypothèse-là de base pour ensuite vérifier la réalité ici. Bien sûr que c'est une réalité qui est basée sur la jurisprudence. Critique, en revanche, par rapport aux associations, non, là, pas du tout, évidemment. Les associations, et je l'avais rappelé, il me semble, sont tout à fait légitimes, évidemment, à se porter partie civile pour la défense des victimes, quelles qu'elles soient. Donc ça, il n'y a pas de problème. Je parlais par ce biais-là, en fait, de la conséquence que ça créait sur l'application de la norme. C'était tout. Mais après, leur action est évidemment tout à fait... Décision qui est critiquable d'ailleurs parce que le texte prévoit que toutes les parties doivent être de statut coutumier. Donc la Cour de cassation, elle s'est quand même engouffrée. Elle a pris une position qui est un petit peu limite. Ouais, mais ça peut être toutes les parties. C'est un petit peu moi l'explication que je peux avoir pour expliquer cette différence, c'est que c'est toutes les parties à un même rapport juridique. Et le rapport juridique ici, il concerne d'un côté le lien direct entre la victime directe et l'auteur, et ensuite l'autre rapport juridique entre l'auteur et l'association. Donc on a bien 2 contentieux qui sont différents, qui se rassemblent parce qu'ils sont faits, parce qu'ils ont une cause commune, la faute, mais en tout cas il y a à chaque fois invocation d'un préjudice distinct ici. Même s'ils ne sont pas interdépendants. C'est une explication comme une autre, en fait. Bien sûr, mais on pouvait avoir aussi l'association et un organisme de sécurité sociale. On pouvait aussi avoir la CAFAT dans ce type de dossier. Donc c'est vrai que, à mon sens, la position de la Cour de cassation, elle était pour entériner cette pratique, mais elle était contraire au texte. Ouais. Après, sur l'autre aspect que vous parlez, sur le préjudice que ça peut causer, effectivement, d'avoir à raconter une deuxième fois son problème, ça, c'est évidemment une réalité qui ne peut pas être niée, sur le fait qu'il y a cette dissociation des contentieux. Ça a été un des objectifs de la réforme de 2013, de rétablir cette unité entre le pénal et le civil. Donc ça, c'est un problème, effectivement. Ce à quoi la jurisprudence coutumière l'entend, parce qu'il y a un poste de préjudice, justement, qui a été reconnu par les jugements, un poste de préjudice spécifique lié à cette dissociation du contentieux. Ce qui est d'un point de vue théorique assez étrange, parce que c'est quelque chose qui est prévu par la loi, qui a été jugé comme non discriminatoire, c'est pas moi qui le dis, c'est la Cour de cassation dans un arrêt de 2009, même si en pratique ça peut évidemment poser des problèmes, mais en tout cas il y a un poste de préjudice particulier par rapport à ça, et donc qui peut donc couvrir cette difficulté qu'il y a en pratique à devoir raconter 2 fois son problème. Poste de préjudice virtuel, parce que bien évidemment la CIVI ne va pas indemniser ce type de préjudice. Et ce qui a été fait dans la pratique, et c'est pour ça qu'on a finalement obtenu qu'il y ait une modification de la loi, c'est qu'on a spolié les juridictions coutumières et que les victimes sont allées directement devant la CIVI. Donc on a vidé le contentieux coutumier
en allant directement devant la CIVI et du coup ça a forcé la modification du texte. Merci.